Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que le déconfinement se passe pour le mieux. Je m'appelle Guillaume Carlier, je suis responsable du contenu et de l'innovation pour Propel by MIPIM. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois, quasiment un mois et demi qu'on a commencé les Daily Talks, donc je suis sûr que vous connaissez tous le format. Petit rappel pour les nouveaux, nos deux présents aujourd'hui, nos deux speakers vont vous expliquer le sujet pendant une vingtaine de minutes et ensuite répondre à vos questions. Et pour cela, vous avez un petit bouton en bas de votre écran, Q et R, pour questions-réponses. Voilà, donc on répondra à l'ensemble de ces questions. Donc aujourd'hui, la session en français pour terminer cette semaine. Et donc, j'ai la chance de recevoir Alexis Reich et Camilo Blanco, qui sont les cofondateurs de Columbia PropTech. Bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Guillaume. Merci. Et en plus, je vous vois, c'est parfait. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Je sais que vous allez nous parler évidemment donc, de PropTech Columbia et le futur du développement immobilier dans l'Amérique latine. C'est bien ça? C'est exact, Guillaume. Merci beaucoup. Donc, merci à Propel by MIPIM pour cette invitation. Comme le disait Guillaume en introduction, aujourd'hui, nous allons voir 3 points. Le premier, ça va être l'association PropTech Columbia, que nous avons fondée avec l'ingénieur Guillaume, avec Camilo Blanco, excusez-moi. Le deuxième, c'est un petit peu quelques données sur l'Amérique latine et le secteur notamment de la construction. Enfin, nous allons parler d'un système que vous connaissez aussi en France, le système à travers une fiducie qui s'est très bien développée en Colombie et qui est en train de s'imposer comme un standard en Amérique latine. Et enfin, on voulait vous faire un petit panorama des opportunités pour des entreprises françaises ou des startups qui voudraient venir faire du business en Colombie. Okay. Merci Alexis pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous dans ces Daily Talks. Tout d'abord, on vous présentera notre association nationale PropTech Colombie. Nous sommes un groupe d'entrepreneurs avec une vision commune sur l'utilisation de technologies dans le secteur immobilier et de la construction. En particulier, notre vision est mise dans cette slide-là et on a 2 concepts principaux. Notre association doit être durable et doit être inclusive. Durable, car en tant qu'entrepreneurs, nous sommes responsables du respect écologique et de la protection de l'environnement et d'assurer un avenir pour nos enfants. Et inclusif, car les secteurs immobiliers et la construction, c'est notamment des secteurs pluridisciplinaires avec des acteurs d'origine différentes. Et notre objectif, c'est de créer un écosystème qui permet à tout le monde de se développer. On parlera plus tard sur l'écosystème. Dans l'Amérique latine, comme dans la plupart des mondes, la construction fait partie très importante des économies du pays, mais ils ne sont pas les grandes entreprises qui génèrent la plupart des activités, c'est surtout les petites et moyennes entreprises. C'est pour ça que l'inclusivité, c'est super important pour nous. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, un peu d'histoire. On s'est formalisé l'année dernière, au mois de septembre. On a commencé l'association avec 10 différentes startups. On pense à nous comme un écosystème, comme une association des entreprises de base technologique ou industrielle dans des secteurs immobiliers et construction, mais surtout comme une communauté, parce qu'on se voit comme des amis qui travaillent ensemble pour générer de la valeur dans tous les secteurs. Dans ces derniers mois, on a arrivé à faire plus d'une quinzaine d'événements et plus de 50 membres déjà affiliés et alliés dans la Colombie et dans d'autres pays de l'Amérique latine. Donc, ça se développe assez rapidement. À notre connaissance, on est la première société à niveau national dans l'Amérique latine. Donc, pour cette année, on pense faire plus d'événements et pour la prochaine année, devenir un des leaders dans les secteurs dans la région. Dans 2 ans, pour l'année 2022, on pense avoir plus de 100 startups PropTech en Colombie. Exact. Donc, en 2 mots, notre objectif, on a déjà un peu présenté, mais l'objectif principal, c'est la création d'un écosystème pour développer la croissance économique en Colombie. Et l'objectif final, c'est d'être, bien sûr, bien évidemment le numéro 1 en Colombie, mais aussi d'être le hub technologique PropTech et CompTech en Amérique latine.
Donc, quelques piliers, comment est-ce qu'on s'articule? La première chose plus importante, c'est la création d'un écosystème. Alors, la création d'un écosystème, c'est très simple. C'est l'identification des différents acteurs qui soient très diversifiés. Alors, ça peut être des banques, des notaires, des constructeurs, des agents immobiliers. Donc, une pléthore d'acteurs très différents et l'identification aussi des besoins. Parce que, comme j'aime à le dire, les problèmes des uns peuvent être les solutions technologiques des autres. Et donc, ce qu'on fait, c'est d'identifier un petit peu les problématiques des différents acteurs et simplement de créer des connects entre ces différents points et on arrive à la création d'un écosystème qui puisse marcher. Deuxième point très important, l'éducation. L'éducation qu'on divise en deux catégories. La première, ce sont les événements pour présenter soit des technologies, soit notre association, comme on est en train de le faire actuellement. Et deuxième point, c'est la création de contenu. La création de contenu, que ce soit de blogs, de vidéos ou de news, pour justement toujours être dans une espèce de focus pédagogique par rapport à notre communauté. Et troisième point pour terminer, on travaille main dans la main avec le gouvernement pour justement créer des politiques qui soient favorables. C'est une espèce de création de terreau favorable pour que sur ce terreau puissent se développer des startups en Colombie. Alors, rapidement, très rapidement, quelques chiffres sur l'Amérique latine. On voit que l'Amérique latine est située au 4e rang de la création de PIB mondial de la construction en 2017. Donc, bien sûr, tiré bien évidemment par l'Asie et par la Chine, suivi par l'Europe, l'USA, Canada, donc Nord-Amérique. Ensuite vient l'Amérique latine, donc du Mexique jusqu'à l'Argentine, et bien évidemment ensuite l'Afrique, l'Océanie. Un point à retenir, c'est que l'Amérique latine génère environ un peu plus de 8% du PIB mondial de la construction en 2017. Donc, ce qui la met un peu dans la moyenne mondiale. Maintenant, si on regarde pays par pays, on voit qu'il y a une grosse disparité, bien sûr, avec le Mexique et le Brésil, qui génèrent respectivement 83 milliards et 82 milliards en 2017. Alors, bien sûr, ça s'explique par la taille démographique. Hein, il faut être conscient de ça. Suivi d'un deuxième groupe de pays qui est la Colombie, l'Argentine et le Chili. Et enfin, le Pérou, l'Équateur, le Panama, qui sont des pays, bien évidemment, un peu plus petits au niveau démographique. Donc, maintenant, pour la démarche d'une promotion immobilière en Amérique latine, on utilise des pratiques internationales. On fait des analyses des risques bien avant de commencer nos projets et notamment, on analyse 5 types de risques différents. Au premier échelon, on a les terrains parce qu'il peut y avoir des problèmes de légalité par rapport au terrain. Après, on fait des analyses de tout ce qui est permis de construire et toutes les réglementations légales. Ça va dépendre des pays. Il y a des pays bien structurés, il y a des pays un petit peu plus bureaucratiques, plus compliqués. Par exemple, au Chili, tout est très bien, très bien spécifié, tout est clair, tout c'est facile à faire. Et alors, il y a d'autres pays qui c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, on analyse comment les marchés se comportent, si les ventes sont faciles à faire ou c'est difficile. Ça dépend bien sûr des pays. L'Amérique latine, c'est un territoire assez grand. Si vous avez plus ou moins une idée, le Brésil a plus ou moins la taille de toute l'Europe au niveau géographique. Donc, il a des pratiques partout bien différentes. Au Brésil, par exemple, la demande est tellement forte que vendre un projet, c'est assez facile. Et il y a des autres lois comme le Panama, où la demande c'est plus petite parce que c'est une population plus petite, donc c'est plus compliqué. Ça va répondre des pays. Ensuite, on a tout ce qui est financement. Ça, c'est un des tâches compliquées à faire. La banque, ça s'est développé, il y a des soutiens du gouvernement, mais les requis, c'est très haut et les taux d'intérêt, c'est notamment très haut. Donc, si jamais il y a des opportunités pour des investisseurs internationaux de venir sur la région, ça va être très possible. Et finalement, on a les risques de construction, comme partout dans le monde. C'est compliqué parce que c'est des métiers artisanaux. On utilise plus ou moins la technologie, mais ça reste quand même de la main-d'œuvre. Donc, c'est compliqué, mais au niveau technique, en Amérique latine, on a des connaissances, on a des compétences pour faire des projets et bien les mener. Et la prochaine, s'il te plaît, Alexis. Donc, par rapport à l'instruction des projets, c'est aussi un peu le standard international. On a des entreprises qui font la promotion, mais par rapport à ce qu'on voit en France, les promoteurs en Amérique latine ont la tendance de s'intégrer verticalement. En France, on a des structures très claires et régulées par l'État et par la loi.
où vous avez les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les contrôles techniques, les architectes qui font aussi des contrôles techniques. Après, vous avez les entreprises générales de construction. En Amérique latine, ça ne marche pas comme ça. On essaye de s'intégrer pour chercher des économies. C'est une chose culturelle aussi. La plupart des entreprises, ils sous-traitent tout ce qui est architecture et bureau d'études, mais les restes, ils les font in-house. Et ça amène de la vitesse et ça amène des économies, mais ça amène aussi des problèmes techniques très gros parce qu'on n'a pas l'indépendance pour contrôler. Et cette problématique, c'est une des opportunités qu'on vous présentera à la fin comme des opportunités pour le développement des PropTech. Exact. Donc, juste pour reprendre ce que disait Camilo, en Amérique latine, les constructeurs, quand ils grandissent, au lieu de se spécialiser dans la promotion immobilière, ils vont intégrer différents corps de métier. Et donc c'est important pour eux puisque ça leur permet d'avoir un meilleur contrôle et d'avoir un meilleur, faire des économies d'échelle, on va dire. Mais d'un autre côté, ils sont jugés partis. Et donc, il n'y a pas une certaine indépendance des autres corps de métier, et ce qui peut poser problème, comme vous l'imaginez. Un point important de l'économie en 90, des années 90 en Colombie, il y a eu une grosse crise incroyable en Colombie qui a mis le pays à genoux. Alors, la crise économique en 90, elle s'explique par deux phénomènes. Le premier, ça a été une libéralisation un peu acharnée, un peu agressive de l'économie. Et la deuxième, ça a été une forte inflation qui a failli ruiner le pays. Donc, libéralisation de l'économie dans tous les secteurs, et notamment les secteurs bancaires. Et donc, pour que le secteur bancaire soit plus compétitif et rentable, les différentes banques ont naturellement augmenté leurs taux. Aujourd'hui, simplement, pour vous remettre dans le cadre, en France, quand on a un crédit hypothécaire, on est autour de 1,5-2%. En Colombie, on est autour, à l'année, en Colombie, on est autour de 10 à 12%. Et encore, ça s'est amélioré. C'est juste pour vous montrer la différence. Mais même en étant avec un taux de crédit aussi élevé, ça reste extrêmement dynamique, la partie immobilière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 90 ? Libéralisation, donc augmentation très forte des taux de crédit et d'un autre côté, une inflation. Pourquoi l'inflation ? Il y a eu en 90 une crise asiatique qui a provoqué une déstabilisation des marchés internationaux et une perte de confiance. Et donc, chaque fois qu'il y a une perte de confiance, et on l'a aussi vu avec le Covid-19, il y a une sortie très rapide et très brutale des IDE, des investissements directs à l'étranger. Donc, il y a une fuite des actifs pour retourner vers des marchés un peu plus sûrs. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le peso colombien s'écroule, donc hausse du dollar et inflation, tout naturellement. Donc, conclusion de cette crise en 90, 800 000 appartements ont été rendus, puisque les gens ne pouvaient plus payer leur appartement. Très grosse perte de confiance dans le système colombien et donc création d'un nouveau modèle à travers et autour de la fiducie. Et comme je le disais en début de présentation, ce système, on gagne à le connaître, je dirais, même en France, et il est en train de s'imposer en Amérique latine. Alexis, il faut rappeler aussi la politique du pays pour gérer tout ce qui est inflation. On a changé la structure économique du pays, on a réussi à contrôler l'inflation. Et comme ça, on a réussi à sortir de la crise. Ok, ça marche. Et deuxième point très important, conclusion, une chute du PIB donc, qui entre en terrain négatif, moins 4%, et le chômage qui augmente à 20%. Et si vous voyez sur le graphique à droite, la crise en 90 a été bien pire que celle en 2008, comme on peut le voir sur le graphe. Alors, qu'est-ce que ce fameux modèle fiduciaire ? Donc, le modèle né en Colombie et devient le standard un petit peu dans les autres pays d'Amérique latine. Donc, au centre, on a une entité comment ? Fiduciaire. Alors, c'est un acteur de confiance, un tiers de confiance. Et c'est bien là l'intérêt de ce nouveau modèle. D'une part, nous avons la personne qui apporte ou qui vend le terrain, qui la confie à l'entité fiduciaire. De l'autre côté, nous avons les clients qui déposent le rapport pour acheter, pour réserver l'appartement, parce que le rapport est autour de 30%, ce qui est très loin encore du modèle français. Et donc, les Colombiens, pour acheter un appartement sur plan, doivent déposer 30% de la somme de la valeur. Donc, ça représente quand même beaucoup d'argent. Et d'un autre côté, un troisième contrôle sur le promoteur immobilier qui est obligé d'avoir en prévente autour de 65-70% du projet immobilier vendu avant de recevoir ne serait-ce qu'un pesos de la fiduciaire. Donc, c'est un modèle très sain. Pourquoi ?
parce que ça évite d'avoir une suroffre sur le marché. C'est-à-dire que si le promoteur vend son projet et ensuite le construit, il est sûr que cette offre sera absorbée par le marché. Alors qu'avant, en Colombie, les constructeurs avaient cette tendance à construire à tout azimut et ensuite vendre. Et donc, ce qui pouvait créer une suroffre, une surabondance d'offres sur le marché. Donc, pour rebondir là sur la présentation d'Alexis, les points clés des modèles fiduciaires, c'est la confiance. La fiduciaire devient un garant pour tous les acteurs des projets. Elle garde l'argent des clients jusqu'à ce que les projets obtiennent ce qu'on appelle les conditions de virement. Ces conditions, c'est nécessaire pour commencer à dépenser l'argent qui a été mis par les clients. Donc, il y a 5 points à faire. Déjà, mettre le terrain dans la fiducie. La fiducie est un instrument légal. Ça ressemble un petit peu à une banque. Donc, c'est contrôlé par l'État. Ce sont des grosses entreprises bien fondées, bien contrôlées, bien gérées, qui sont sous la supervision de l'État. Donc, tout le monde fait confiance à ça. Et ils prennent la propriété du terrain dans ses mains. Ils sont les propriétaires du terrain. C'est eux qui vont rendre les processus d'écrituration à la fin pour les clients. Ensuite, ils vont réviser que le projet a tous les permis qu'il faut. Il faut aussi certifier les niveaux de vente, que Alexis nous a dit déjà, c'est plus ou moins 60 ou 70%, plus ou moins, ça dépend du projet. Mais la plupart des projets, ça ne commence pas. Si on n'a pas vendu déjà 80%, comme ça, on est sûr que le projet, ça va se faire. Et finalement, aujourd'hui, ils ont créé un nouveau acteur, qui c'est les contrôleurs. Donc, les contrôleurs, c'est un nouveau acteur dans le système colombien qui va gérer tout ce qui est contrôle des flux d'argent. Donc, il va garantir que l'argent qu'on dépense, ça soit dépensé dans les projets. Ça, on n'avait pas ça avant. Ça, c'est une des choses qui existent en France depuis toujours. Donc, les Français ont un petit peu plus de compétences dans ce niveau-là et offrent des services en Colombie. Et finalement, il faut avoir un prêt de la banque. Les prêts de la banque doivent être suffisants pour finir les projets. Et comme ça, tous les acteurs s'articulent autour de la fiducie et la confiance est reprise. C'est comme ça qu'on est sorti de ces crises. Et grâce à ça, les crises internationales ne nous sont pas affectées après ces moments-là. Donc voilà, ça c'est la partie plus importante de la partie fiduciaire. Et ce qui nous a permis maintenant d'exporter les modèles dans toute l'Amérique latine. Ensuite, pour organiser les idées dans notre organisation, on a fait une analyse de la chaîne de valeur du secteur et on a créé les maps PropTech Colombia pour savoir ce qu'on a à offrir comme des entreprises et startups PropTech. On a utilisé les modèles menés notamment par PricewaterhouseCoopers dans les websites proptechmac.com. Donc, on commence toutes les initiatives immobilières pour l'argent, définir l'investissement, analyser la data du marché. Ensuite, on fait les designs et on commence les processus de marketing et vente. Ensuite, planification, construction. Pour finir, dans la gestion et exploitation et notamment tout ce qui est des nouvelles technologies pour construire les villes de demain. Comme vous voyez dans la présentation, la Colombie est assez forte dans tout ce qui est marketing, toute la partie créative, c'est une question culturelle. Mais sur gestion et exploitation et les villes de demain, on n'a pas trop de secteurs. C'est des opportunités qu'on vous expliquera à la fin. Alexis? Exact. Donc, en parlant d'opportunités, et je pense que c'est un point très important dans cette présentation, donc on a repris la même chaîne de valeur, pour que ce soit plus simple, en divisant d'une part ce que la Colombie peut exporter ou doit exporter, et de l'autre part ce que la Colombie peut ou doit importer. Donc, au niveau de la Colombie, ce qu'elle peut exporter, bien sûr, toutes ces startups nouvelles que nous avons vues, et aussi cette modèle de fiducie avec une expérience de plus de 30 ans. Deuxième chose, il faut savoir que les Colombiens sont extrêmement créatifs, donc beaucoup de services basés sur la créativité. Même chose au niveau du service BIM, puisque en plus d'être créatifs, ils font un travail de qualité, notamment au niveau digital, et d'autre part, le coût de la main-d'œuvre est assez faible, donc ce qui peut créer des bonnes opportunités pour des clients qui souhaitent en France tertiariser ce genre de service. Enfin, la Colombie est très reconnue pour son service à la clientèle, pour sa gestion de clients
Elle est en train de devenir notamment un hub en Amérique latine, tout ce qui est call center. Et enfin, bien sûr, l'innovation, comme je le disais, très liée à la créativité, ils sont très innovants. Alors maintenant, qu'est-ce que la Colombie peut importer? Point très important, tout ce qui est financement et liquidité, autant pour les particuliers que pour les entreprises, et même, je dirais, pour les infrastructures. Je connaissais un fonds d'investissement qui gérait l'épargne des sapeurs-pompiers et leur retraite. Ils avaient un fonds de 500 millions de dollars avec un objectif d'investissement sur 5 ans, notamment pour des projets type centres commerciaux. Et ils me disaient qu'ils avaient dépensé ces 500 millions de dollars en 1 an. Et ils me disaient, s'il n'y a pas plus de projets en Colombie, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas rentables, c'est parce qu'il y a un manque de liquidité sur le marché. Donc, très intéressant, belle opportunité. Deuxièmement, tout ce qui est marché-vente, planification et construction, je dirais qu'il manque certaines technologies pour les PYME, pour les petites et moyennes entreprises. Exact, pour les PME, merci Camilo. Parce que les grands constructeurs ont la capacité et les ressources d'intégrer cette nouvelle technologie et de le développer in-house, comme on disait Camilo. Mais pour les PME, il n'y a pas d'accès à ces technologies ou alors elles sont extrêmement chères. Enfin, je dirais, et on le voit avec le Covid-19, il n'y a pas une culture de la digitalisation. Et quand nous avons dû arrêter les relations physiques, tout le système s'est arrêté du jour au lendemain en Colombie. Les banques, les notaires, tous les processus internes de ces banques étaient très physiques, très traditionnels, et le changement est assez brutal. Et donc, on attend une digitalisation, une volonté de digitalisation, et donc encore une belle opportunité pour les entreprises françaises qui voudraient aider les entreprises colombiennes à se digitaliser. Et enfin, pour la ville de demain, je dirais de façon générale, toutes les technologies de pointe de la 4e révolution, que ce soit blockchain ou autre. Donc, on aimerait faire 2 invitations. La première, c'est bien sûr aux entreprises et startups françaises qui souhaitent venir travailler en Amérique latine et notamment en Colombie de prendre contact avec nous. Et enfin, la deuxième invitation, bien sûr, si vous aviez quelques questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez des questions sur la Colombie, sur le Covid, sur les investissements qu'on peut faire en Colombie, avec plaisir, on vous répondra. Merci. Je rends la parole à Guillaume. Merci, monsieur. Merci, Alexis. Merci, Camilo. C'est parfait. C'est parfait. J'ai de mon côté reçu plein de choses assez intéressantes. C'était bien. Le format est agréable et ça nous apprend plein de choses, je pense, à tous. Et je vais me permettre, dans ces cas-là, d'enchaîner peut-être pour une petite ouverture, parce que c'est souvent ce qu'on fait dans les talks actuellement sur le Covid. C'est l'impact, pour rentrer un petit peu dans le détail, vous nous avez donné quelques petits exemples, là, surtout à la fin, comme tu disais, sur la digitalisation, mais les impacts d'une manière générale, Covid, sur la Colombie, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bah, c'est un impact très fort. Alors, nous, on a eu la chance que la Colombie soit un pays un peu en retrait de tout le reste du marché international. Donc, ça a des points négatifs le reste du temps, mais ça a eu aussi un point positif. C'est-à-dire que nous, avec très peu de cas, on avait déjà commencé un confinement. Donc, on a eu un taux de mortalité beaucoup plus faible que dans les autres pays européens. Premier point. Un point négatif, c'est au niveau social, c'est-à-dire que l'État colombien n'est pas en mesure de répondre comme l'a fait l'État français pour subvenir aux besoins, notamment des entreprises et des particuliers. Il y a beaucoup de débrouilles et donc on est devant un choix un petit peu cornélien sur beaucoup de personnes qui sont en Colombie, qui vivent du jour le jour des ventes qu'elles font, soit dans la rue, des choses comme ça. Et donc, c'est un drame social pour beaucoup de familles qui dépendaient un petit peu de cette économie informelle qui est très importante en Colombie, beaucoup plus importante qu'en France. Et donc, ces personnes sont un peu livrées à elles-mêmes. Donc, c'est assez dur. Et enfin, je dirais le troisième point au niveau sanitaire, bien évidemment, nous n'avons pas l'infrastructure que nous disposons en France, ni le soutien au gouvernement. Et donc, le gouvernement colombien n'a pas une vision assez claire de ce qu'elle doit faire et en même temps a très peu de ressources pour faire le peu qu'elle peut faire. Donc, c'est une situation beaucoup plus difficile en Colombie actuellement qu'en France. On ne t'entend pas. Merci beaucoup. Je veux dire, tu viens un peu contraster l'image idyllique que nous, on a ici de la Colombie.
Et je pense que ça a été compliqué pour un certain nombre de pays, d'autant plus que si on regarde ce qui se passe, nous, de notre petite lorgnette aux infos, et qu'on voit la décroissance, ce n'est pas le terme que je cherche, mais la chute un petit peu du pesos, est-ce que ça ne va pas être encore plus important sur un marché immobilier dont tu nous parlais, avec des taux à 10%, enfin moi, j'ai découvert des choses incroyables dans votre présentation. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre justement sur l'immobilier et encore plus sur la PropTech, un immobilier encore plus fragile de cette chute? Alors, 3 points. Trois points. Le premier, au niveau de la chute du pesos, chaque fois qu'il y a une crise internationale, il y a une crise des confiances et les fonds d'investissement, que ce soit états-uniens ou européens ou autres, ont tendance à sortir leurs actifs des pays émergents, qui fait dégringoler le pesos colombien, accentué par la dégringolade du pétrole, du prix du baril de pétrole. Je dirais que c'est le premier point. Deuxième point, il y a aussi une crise en Colombie par rapport au Covid, comme je le disais, au niveau du financement. Beaucoup de processus sont bloqués, notamment. Bon, c'est vrai que les taux hypothécaires sont très élevés, mais les gens continuent à vouloir acquérir des produits financiers, mais le processus est complètement bloqué, je dirais, aujourd'hui, puisque ça fait appel à bon nombre d'acteurs. Par exemple, une personne qui vient évaluer votre bien, ben, tout simplement, elle ne peut pas rentrer chez vous, elle ne peut pas rentrer dans le lotissement, les lotissements sont bloqués. Et donc, si une roue du processus est bloquée, tout le processus est complètement bloqué. Donc, je dirais aujourd'hui, c'est très dur d'avancer dans cette situation et les différents acteurs essaient de se digitaliser à marche forcée, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Et donc, ma question, évidemment, est la suite pour PropTech Colombia. Alors, nous, on est en train de travailler avec le gouvernement colombien, comme je le disais, parce qu'avec le gouvernement colombien, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, d'une part, tous les processus physiques sont assez bloqués et Colombia PropTech représente cette partie technologique, cette partie digitale, et donc il y a une vraie carte à jouer. Si vous nous laissez l'opportunité de présenter notre différentes startups à travers, par exemple, des problématiques qu'auront les constructeurs ou les banques, je suis sûr que, encore une fois, la problématique des uns peut être les solutions technologiques des autres. Et il y a vraiment une carte à jouer pour que, d'une part, Colombia PropTech se développe et aide tout le marché colombien à surpasser cette crise avec la technologie. Parfait, parfait. Moi, j'ai pas d'autres questions qui arrivent. Je vais une nouvelle fois vous remercier pour votre disponibilité. Je sais qu'il est assez tôt chez vous, il me semble. Exact, 2h du matin, mais ça va. Bon, ben merci encore pour votre disponibilité, messieurs. De très bonnes choses à Colombia PropTech et on espère avoir de vos nouvelles prochainement. Okay. Merci Guillaume, merci à Propel by BPIM. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.